Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec moi, Jean-Claude Dacier. Bonsoir, cher Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir, Hélène Rouet. Bonsoir, Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Encore un journaliste. Bonsoir, Alexandre Devecchio. Bonsoir, Pierre. Mon confrère du Figaro Magazine, auteur de Nous vivions côte à côte, qui paraît chez Fayard. J'avais une question assez bateau à vous poser. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? J'aime pas poser cette question-là, mais c'est vraiment une question que je vous pose pour le coup. Pourquoi ce livre ? Je crois que parce que il y a des constats qui sont faits, beaucoup. Il n'y a pas eu besoin de moi pour les faire d'une certaine manière. Le diagnostic est posé. Le diagnostic est posé par beaucoup de monde. Mais je crois que pour convaincre, et notamment pour convaincre une partie des élites, parfois le récit est plus intéressant que l'essai purement sociologique, si vous voulez. Et je voulais passer par le récit aussi pour faire quelque chose de complexe, de pas manichéen, et surtout pour redonner un visage et une dignité aux classes populaires de banlieue, d'où je viens. Je n'y appartiens plus vraiment, je suis journaliste au Figaro. Vous dites que vous êtes désormais bobo, que vous habitez à côté du Figaro, exactement. Que vous aimez bien flâner dans Paris, dans les restaurants chics. Exactement, je suis tout à fait honnête dans le livre, mais je retourne aussi voir mes parents chaque week-end et je me désespère de la situation de la banlieue, et je me dis par fidélité aux miens, il fallait que je fasse quelque chose, et surtout voilà, que je leur redonne de l'humanité, parce qu'ils ont souvent été méprisés, invisibilisés, traités de racistes par la classe politique, beaucoup d'incompréhension, de la colère d'une partie des Français. Je voulais montrer par des faits précis, par des images, par le récit, pourquoi leur colère était légitime. Deux choses. La première, c'est que vous risquez d'être victimisé, c'est le risque de vouloir se victimiser, ce qui j'imagine n'est pas votre intention. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Mais en même temps, vous racontez, c'est le récit effectivement du petit blanc de banlieue, comme on le voit en couverture, avec des origines italiennes, portugaises. Et alors, il y a quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a interpellé, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, qui est encore très contesté par les filles, par beaucoup de protestataires, mais qui est un fait en soi. Le racisme anti-blanc existe. Beaucoup de gens se disent mais ça existe depuis 2-3 ans, pas du tout. Vous, ce que vous expliquez, c'est que ça existe depuis 40 ans. Oui, ça existe depuis des années, et le paradoxe, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est qu'il est né d'une certaine manière de l'antiracisme. On a tellement expliqué que les classes populaires blanches étaient racistes, etc., qu'on s'est autorisé à les mépriser, à les détester, et qu'on a fait le jeu même de l'islamisme et du communautarisme. Donc l'antiracisme a été dévoyé par des associations qui avaient parfois d'ailleurs un intérêt financier dans la question, et il a muté peu à peu en antisémitisme, puisque avant le racisme anti-blanc dans les banlieues, il y a eu l'antisémitisme, et ensuite le racisme anti-blanc. Après, vous parliez de victimisation, c'est intéressant. Moi, j'ai pas envie justement de tomber dans le discours plaintif. Il y a déjà assez d'antiracistes professionnels comme ça. Soit le racisme anti-blanc est une réalité, mais c'est pas un livre de déploration, c'est plutôt un livre de combat. Je vous disais tout à l'heure que je voulais redonner de la fierté à ces classes populaires. Je montre aussi en quoi elles sont combatives, en quoi elles sont humaines, et en quoi la société peut s'appuyer sur elle pour avancer. Le livre a aussi une forme d'éloge de l'assimilation. L'assimilation se fait par le haut. Les élites y ont renoncé, mais elle se fait aussi par le bas, par le voisinage, par le contrôle social, justement, qu'imposaient ces classes populaires, qui étaient jusqu'alors un modèle de référence et qui sont devenus malheureusement un contre-modèle depuis tant d'années. Et j'ai envie d'inverser les choses. Alexandre Devecchio, si le phénomène de racisme, et notamment de racisme anti-blanc, n'est pas nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est l'instrumentalisation politique de ces classes populaires à des fins électorales ? C'est ça qui est nouveau ? Non, je pense que ce qui est nouveau, c'est que des partis politiques qu'on dit populistes se sont quand même emparés des questions. J'appelle pas ça une instrumentalisation. Je pense qu'elles se sont emparées de ces questions-là, et ma foi, je trouve ça bien, puisque les classes populaires ont enfin une voix, sans vouloir faire de la politique. Je crois que pour le RN, on peut pas se contenter de dire bon, le RN a le bon diagnostic, mais il a les mauvaises solutions. Je parlais des LFI, moi, en l'occurrence. Ah, LFI. Ah là, ça, si vous parlez de l'instrumentalisation politique du communautarisme, oui. Oui, effectivement, le racisme anti-blanc existait. Enfin, ce que je raconte, c'est une progression. Donc, le communautarisme, le racisme anti-blanc a progressé sur fond d'abord d'immigration massive, de flux migratoires
pas maîtrisé, de travail sur le terrain, notamment des frères musulmans, d'associations de gauche dévoyées. Mais effectivement, LFI, c'est un degré de plus, parce que c'est peut-être la première fois qu'on a un parti de gauche. Le clientélisme existe depuis longtemps. Parce que LFI, ça existe depuis 10-12 ans, en fait. Oui, en fait, et qu'il le fait de manière aussi décomplexée. Mais il y avait déjà du clientélisme. Je raconte justement le Parti communiste français dans la banlieue rouge, et c'était pas si différent que LFI, inexistant. Il a été remplacé par... Alors, il y a eu un parti communiste qui avait justement, qui s'adressait aux classes populaires, qui avait des valeurs dans lesquelles même un homme de droite peut se reconnaître. Mais il y a eu un parti communiste en banlieue qui déjà était communautariste, tout simplement à cause des flux, puisque leur électorat ouvrier avait disparu dans ces cités, et du coup, ils ont fait du communautarisme. En fait, LFI, c'est quand même une version moderne de ce parti communiste de la banlieue rouge, qui là ne pèse plus, mais qui d'une certaine manière a été remplacé par l'islamo-gauchisme de LFI. Hélène Rouet pour le JDD. Est-ce que vous avez senti qu'il y a un moment précis, une date, un événement où là vous vous êtes vraiment dit « Ah oui, il y a quelque chose qui est en train de se casser aujourd'hui avec notamment la banlieue ». Est-ce qu'il y a un événement précis ou c'est vraiment une évolution ? C'est une évolution que je décris dans le livre, 40 ans d'évolution par petites touches, et je dis aussi que les classes populaires n'ont pas tout vu tout de suite. Même les gens qui étaient sur place, sur le terrain, qui ont grandi en banlieue, ont cru à un moment donné, non pas un vivre ensemble, j'ai toujours pensé que c'était une arnaque, mais... Vous n'êtes pas le seul, je mais crois. un vivre côte à côte. Il y avait des tensions, il y avait de la violence, de l'insécurité, mais par exemple, l'islamisme est venu après. Moi, quand je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, on avait des instituteurs de gauche, mais qui avaient des bonnes valeurs, qui étaient laïques, qui respectaient les fêtes chrétiennes. Il y avait un sapin de Noël à l'école, il y avait une crèche, ça posait, si vous voulez, aucun problème. Il y avait certes un choix d'un autre menu à la cantine quand il y avait du porc, mais il n'y avait pas le halal, il n'y avait pas les femmes voilées. Et il y a eu un premier tournant, ça a été le 11 septembre. C'est un tournant d'ailleurs étonnant, parce que moi, quand il y a eu le 11 septembre, on s'est dit, les musulmans vont dire pas en notre nom. Et malheureusement, c'est l'inverse, notamment chez les jeunes de la 2e ou la 3e génération. Au lieu de s'identifier aux victimes, ils se sont identifiés à ceux qui se dressaient contre l'Occident. On a vu des tags Vive Ben Laden dans certaines cités. On a vu, moi je me souviens, je vous raconte la scène quand je suis au lycée au lendemain du 11 septembre. Et d'ailleurs, je le prends pas au sérieux. Mais déjà le discours sur la Palestine, en disant mais pourquoi on s'émeut autant de ces morts, il y a beaucoup de morts en Palestine, personne ne dit rien. Donc c'est quelque chose qui était en germe et qui s'est accéléré après le 11 septembre. L'islamisme a progressé, comme il a progressé malheureusement après 2015 et la vague d'attentats islamistes. Jean-Claude Dacier. Dis-moi, politiquement, je dis bien politiquement, qu'est-ce qui te reste de ces années-là ? Politiquement, moi, j'ai pas tant évolué que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. J'ai jamais été un homme complètement de gauche, parce que je vous dis, j'ai jamais cru au vivre ensemble, et donc déjà, il y avait un problème d'insécurité massive. Et je pense que le problème principal dans les banlieues, depuis ma naissance, c'est quand même l'insécurité. Donc il y avait un réflexe de fermeté. Ça ne faisait pas moi un homme, et je crois que je ne suis toujours pas un homme forcément très à droite sur le plan économique et social. Moi, je pense que l'une des missions de la gauche était justement de défendre les classes populaires. Elle les a trahies, aussi bien sur le plan économique en se convertissant à la mondialisation, que sur le plan culturel, parce que l'ouverture des frontières, ça a été aussi l'immigration massive. Je suis fils de petits commerçants, plutôt de droite quand même, plutôt libéral, qui n'aiment pas trop les infos, mais ils ont vécu le double choc de la mondialisation, qui était à la fois économique et culturel. Économique, parce qu'ils étaient dans le textile. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mes parents allaient à Troyes, il y avait des usines partout, toutes les usines ont fermé, donc le choc économique d'un côté, le choc culturel de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un pavillon de banlieue dans les années 70, qui était un havre de paix, et aujourd'hui, au moment de partir à la retraite, ils sont piégés chez eux, ils ne peuvent pas le revendre, parce que personne veut l'acheter, parce que l'environnement autour, il n'y a plus que des commerces communautaires, il y a une violence telle que ce que vous décrivez dans le livre. Exactement. Ce que vous décrivez dans le livre. Et moi, j'ai pas fait ça, encore une fois, pour me plaindre, j'ai fait ça pour humaniser justement toutes ces classes populaires
que les élites se mettent un peu à leur place et décentrent en quelque sorte leur regard. Alexandre Devecchio pour le livre Nous vivions côte à côte, référence bien sûr à la phrase de Gérard Collomb, feu l'ancien ministre de l'Intérieur, qui disait avant nous vivions côte à côte, maintenant nous vivons face à face. Et d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle comme ça dans votre livre. Il y a un autre environnement que vous décrivez et c'est assez comment dirais-je intéressant dans le sens où d'ailleurs la commission sur l'audiovisuel public va reprendre. Vous parlez de vos études au CFJ, le Centre de formation des journalistes, et il y a eu au moment où il y avait l'élection présidentielle, où c'est François Hollande finalement qui gagne l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy, un scrutin une ou 2 semaines avant pour vous, pour les étudiants du CFJ. Et là, stupeur et tremblement, vous vous rendez compte que 95%... Je suis pas totalement surpris, mais je sais plus combien, mais enfin, il y a 50-50, ils votent Mélenchon et Hollande. Et Hollande. Non, et il n'y en a pas un seul qui vote pour Sarkozy. être exact, c'est Mélenchon-Hollande au second tour, Eva Joly en troisième homme, qui a dû faire 2% dans l'élection. Et vous avez voté pour Nicolas Dupont-Aignan. Et c'était tellement loin de leur univers qu'ils ont cru que c'était une blague, qu'ils l'ont compté dans les bulletins blancs. Donc c'est quand même amusant, et ça traduisait le décalage, c'est ce que j'expliquais, entre les élites médiatiques et une partie du peuple français. C'est le refus du débat, en fait. Voilà. C'est le refus du débat de certains journalistes qui vous disent bah non, oui, c'est pas possible. Et puis non, t'as pas le droit de penser ça. Il y a de ça. Il y a aussi qui venaient d'un milieu différent, qui ne voyaient pas la réalité. Et vous avez raison, il y avait un sentiment de supériorité morale. Ils pensaient être antiraciste. Ils pensaient qu'en fait les classes populaires ne comprenaient pas la complexité du monde et exagéraient la situation. Et donc vous m'avez posé une question au début en disant pourquoi ce livre. En tout cas, je pense que c'est en sortant du CFG que j'ai compris le genre de journalisme que je voulais faire. Je me suis dit peut-être que c'est le moment justement de porter une voix différente, surtout que je suis sorti effectivement au moment de l'élection de François Hollande. Et souvenez-vous, en 2012, il y a les attentats. Il y a les attentats de Mohamed Merah. Et je décris aussi dans le livre Toulouse, les réactions des jeunes journalistes vis-à-vis de ces attentats-là, qui ne veulent rien voir, qui pensent que c'est un attentat d'extrême droite et qui manifestent leur déception quand ils s'aperçoivent que c'est du terrorisme islamique. Leur déception. Oui, il y a un étudiant que je ne citerai pas, qui est maintenant rédacteur en chef au Monde. Je crois qu'il est à Libération à l'époque. Il vient de commencer son c'est Nicolas Chapuis, je peux le citer parce que je le cite dans le livre. Non, parce que ce qu'il dit est public. Il fait un tweet où j'ai plus les termes exacts. Il a peut-être changé depuis, je ne veux pas l'accabler, mais en disant dommage qu'il n'était pas d'extrême droite, sans un mot pour les victimes. Donc ça dénote une incompréhension et ça dénote un combat de retard en réalité, parce que le problème aujourd'hui, c'est pas l'extrême droite. Ceux qui tuent les juifs, ce sont les terroristes islamistes. Vous restez avec nous, Alexandre Devecchio. Beaucoup de questions à vous poser, et également sur l'actualité brûlante, puisque ça ne vous a pas échappé. C'était pas non plus un grand suspense, mais Sébastien Lecornu a décidé d'appliquer le 49.3 et on va écouter votre analyse là-dessus. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Hélène Rouet du JDD, Jean-Claude Dacier, Alexandre Devecchio pour son livre Nous vivions côte à côte chez Fayard. C'est un rapport quasiment direct avec votre livre et avec cet islamisme rampant qui s'est installé dans les banlieues que vous décrivez dans votre ouvrage, Alexandre. Cette conférence polémique à la Grande Mosquée de Paris, Gabriel Souleika, écrivain et militant algérien, a tenu des propos polémiques concernant la Shoah lors de cette conférence. C'était le 19 novembre dernier. On écoute. 1,5 million de morts. C'est un chiffre effarant. Ça dépasse les 1 million de morts de la Shoah, dont on nous parle de manière systématique. Bien sûr qu'il faut parler de la Shoah. Des centaines de livres, des films, des documentaires. Jusqu'à aujourd'hui, il faut en parler, bien sûr. Mais qui parle des 1,5 million de morts en Algérie? La France et sa mission civilisatrice? Moi, j'ai du mal à la comprendre. Alors, c'est choquant parce que c'est pas le bon chiffre. C'est pas 1 million, c'est 6 millions. Et c'est choquant parce qu'on compare. Qu'est-ce qu'on va comparer et qu'est-ce que c'est que ce narratif? Est-ce que c'est justement ce narratif-là qui est répété, que vous combattez? J'ai failli appeler le livre Une contre-histoire des banlieues, justement parce que malheureusement, le narratif sur les banlieues, ce sont l'extrême gauche, les islamistes qui se sont appropriés
avec toujours ce discours victimaire. Et dans le discours victimaire, il y a effectivement la France coloniale. Je raconte dans le livre mon passage à Paris 8, puisque j'ai fait des études d'histoire à Paris 8, et je raconte le tout début des indigènes de la République. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un professeur qui est décédé depuis, qui s'appelait Daniel Lefebvre, qui était spécialiste d'histoire coloniale, qui avait justement déjà à l'époque, parce qu'il voyait monter ces idées décolonialistes dans l'université, et là pour le coup, pas seulement dans une population d'origine immigrée, chez des professeurs, c'était le wokisme avant l'heure. Il avait fait ce livre pour en finir avec la repentance coloniale, où justement il décryptait, il démontait tous les mythes autour de la colonisation, en expliquant que, en rappelant déjà que la colonisation, ça a existé, toutes les civilisations en ont colonisé d'autres, c'est pas le propre effectivement de la France. Et puis il n'y a pas eu de génocide algérien. Là on parle de génocide palestinien, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais dans les banlieues, moi je me souviens très bien, le discours dominant était autour d'un supposé génocide de la France en Algérie. Donc en réalité c'est une rhétorique qu'on connaît depuis longtemps, mais maintenant qui est devenue effectivement totalement décomplexée, notamment parce que LFI la manipule très ouvertement, et peut-être parce qu'on tend un peu plus les oreilles qu'avant, puisqu'on a été confronté au terrorisme. Jean-Claude Dacier. Je reviens, si tu le permets, une seconde sur ton bouquin et les banlieues, qui ont beaucoup changé, Oui, semble-t-il, depuis 20 ans. Est-ce que tu penses simplement que c'est foutu ? Non, j'ai pas. Qu'il n'y aura pas d'intégration possible d'une banlieue à ce point modifiée et largement utilisée. Non, j'ai pas écrit ce livre pour dire tout est foutu, parce que sinon c'est même pas la peine. Non, mais ton analyse. Mon analyse, je crois pas. Je crois que il faut d'abord il y a une priorité, c'est stopper les flux migratoires. Je ne vais pas dire les arrêter parce que c'est impossible, mais les réduire drastiquement. Parce que la première cause quand même de la désintégration, de la non-intégration, c'est que quand on a une population, des peuples entiers qui arrivent, on ne peut pas les assimiler. Le livre est un éloge de l'assimilation, mais l'assimilation fonctionne avec des individus, elle ne fonctionne pas avec des peuples. Donc la première chose, et ça c'est que seulement du ressort de l'État, c'est effectivement de stopper les flux migratoires. Ensuite, moi je crois qu'il y a une forme d'assimilation possible. Alors il y a sans doute une génération de perdus, mais il va falloir gagner la suivante. Et je crois quand même... C'est laquelle du coup qui est perdue, c'est laquelle qu'on peut gagner ? Peut-être que la mienne est perdue. Mais même les 15-24 ans, regardez le sondage IFOP dont on a beaucoup parlé en novembre dernier, c'est les 15-24 ans qui placent à 57% les lois de l'islam avant les lois de la République. La dynamique. Et ce ne sont pas des fanatiques qui veulent sortir une Kalachnikov, qui veulent tuer les mécréants. Ce sont juste qu'ils ont tellement baigné dans cette culture civilisationnelle que ils ne voient pas le problème. Que oui, à l'école, ils doivent manger halal, que oui, ils doivent porter le voile, que oui. Mais vous décrivez... Et en fait, ils ne voient pas du tout le problème. Vous décrivez très bien ce que je décris. Effectivement, un bouleversement démographique tel que les codes sociaux... Donc le point de non-retour, il est là. Il est effectivement, je ne vais pas mentir... Est-ce que vous voulez maintenant à un jeune de 18 ans dire, en fait, tout ce qu'on t'a appris dans ta famille, c'est pas ça. Le point de non-retour est pas loin. Le point de non-retour est pas loin d'être atteint, mais si vous voulez, il y a quand même les générations suivantes, et moi, sur la génération d'avant, qui était déjà dans cette tendance-là, peut-être la dynamique était moins forte, mais il y avait déjà cette tendance-là, j'essaie dans le livre de me mettre dans leur tête. Et ce que je vois quand même, c'est que ce sont beaucoup d'individus qui ont non pas une double culture, mais deux sous-cultures. La France leur a rien transmis à part la culture McDo, et ils sont rapprochés beaucoup. Ils se sont beaucoup rapprochés à une identité fantasmée, leur pays d'origine qu'ils connaissent très mal, et l'islam parce que ça leur donne un idéal, une transcendance. Donc, et maintenant McDo s'adapte à eux parce qu'ils vendent de la viande halal. Le KFC, c'est vrai. Pas McDo en l'occurrence, mais c'est les seuls qui ne le font pas. Mais pour aller au bout, il ne tient qu'à nous d'inventer un autre récit. C'est aussi le but du livre. Et aussi, moi, j'ai qu'une seule mesure politique. Alors, elle est abstraite, si vous voulez, mais remettre au centre du jeu les classes populaires, les petits blancs, mais dans les petits blancs, je mets aussi des gens issus de l'immigration qui sont intrigués, les remettre au centre du jeu, parce que l'assimilation se fait par le haut, avec un discours volontariste, avec un autre récit, ou un récit tout court, on n'en a pas du tout aujourd'hui, mais elle se fait aussi par le bas, je vous le disais, par le contrôle social et par le modèle de référence. C'est impossible de dire à une jeunesse, intégrez-vous, quand on présente les Français de souche ou les Français d'un peu plus longue date comme des beaufs, comme des racistes, comme des gens méprisables. Donc il va falloir leur redonner de la fierté. Hélène.
Ce qui va être en tout cas très difficile pour effectivement cette nouvelle génération qu'il faudrait essayer d'assimiler, c'est quand on voit les discours que tiennent la France Insoumise et les succès effectivement de ces discours-là, notamment auprès des jeunes générations. C'est vrai qu'on se dit que le chemin va être très très long. Quand on écoutait Rima Hassan encore vendredi dernier dire qu'il faut élire quelqu'un qui leur ressemble, tenir des propos qui relèvent du racialisme, et si seulement il n'y avait qu'elle. Enfin, je veux dire, tous les soldats aujourd'hui insoumis de Jean-Luc Mélenchon tiennent ce genre de propos, et je trouve d'ailleurs que ça s'est largement accéléré. On avait Jean-Luc Mélenchon qui a philosophé effectivement sur la créolisation, la Nouvelle-France. Maintenant, les petits soldats insoumis, on a l'impression qu'ils la mettent vraiment en œuvre. Donc je parle d'Ali Duhara, de Carlos Martins Bilongo, de Daniel Obono, et il y en aurait encore d'autres à citer. Donc effectivement, c'est très, très, très... Je pense en tout cas que les municipales vont être un vrai test, en tout cas pour vérifier si LFI déjà a la capacité de prendre certaines villes, etc. Mais quand on voit, oui, ils galvanisent en fait les jeunes générations, notamment de banlieue, grâce à ça, en les ramenant à leur couleur de peau, en leur ramenant à leurs origines en permanence. Et ça qui est très inquiétant si on part dans l'optique que cette nouvelle génération, on va l'assimiler et entre guillemets, on va la faire devenir française. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec le diagnostic. Comme je l'ai dit, le diagnostic est quand même grave, hein, et c'est pas du tout un livre naïf. Après, j'essaie d'avoir un discours volontariste, et vous avez raison, il y a LFI. Mais moi, je ne sépare pas le reste de la gauche de LFI. Je parle même de la gauche médine, parce qu'ils avaient tous les Verts, le PS, ils avaient tous invité. Vous dites la situation est grave, Alexandre, mais je rejoins la question de Jean-Claude. C'est est-ce que la situation est grave et tout est foutu, ou est-ce que, pour reprendre le titre d'un célèbre navet des années 70, la situation est grave mais pas désespérée. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut quand même changer les choses? Est-ce qu'on peut dire à ces jeunes dont on vient de parler, écoutez, voilà, on vous a effectivement mis dans la tête un narratif, mais en réalité, si vous voulez vivre en France, il y a quand même 2-3 choses à respecter. Est-ce qu'on peut, écoutez, est-ce qu'on a le droit de désespérer? Je pense pas. Et là où je suis relativement optimiste, ou en tout cas j'ai l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté, c'est qu'on n'a pas tenté un autre narratif pour le moment. Année après année, on va plus loin dans le narratif plus victimaire. On n'a pas tenté de maîtriser les flux migratoires. Année après année, on rajoute une couche de problèmes à une couche de problèmes. Donc peut-être que si on commençait par un changement de politique, un État fort, capable de se faire respecter, d'autant plus qu'ils cherchent de l'autorité, ces jeunes-là, pour les connaître. On commençait par cela, et ensuite qu'en plus on changeait de discours collectivement, ça irait mieux. Un mot quand même sur les déclarations de Sébastien Lecornu. On sait que c'est pas il n'y avait pas de suspense, Alexandre Devecchio, mais puisque vous êtes là... Le problème, pour ramener à mon livre, désolé, mais je dis que le grand problème, c'est d'avoir mis de côté le peuple. Et moi, je pense que l'erreur originelle, c'est de ne pas avoir dissous l'Assemblée, ou que Emmanuel Macron n'ait pas démissionné. Je pense que quand on n'est pas souverain, et là, en fait, personne n'a la légitimité politique, puisqu'il n'y a pas de majorité qui s'est dessinée, eh bien, il faut aller au peuple, pas avoir peur de lui, et accepter l'alternance. Hélène Rouet? Oui, non. Jean-Claude Dacier? Non, je me disais que ton sentiment que tu exprimes brillamment, ça ressemble un peu à ce que souhaite le Rassemblement national. Je me trompe ou pas? Moi, écoutez, je défends des idées, donc si je commence à défendre un parti, je vais apparaître comme sur le plan des idées. Je vais apparaître comme militant, donc ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, on a vu des partis défendre des idées et pas toujours les mettre en place. Donc, j'ai pas envie de me mettre à la remorque de quelque parti que ce soit. Et d'ailleurs, je crois pas, si vous voulez, ni à un homme ou une femme providentielle, ni à un parti providentiel. Quand je disais il faut remettre le peuple au cœur du jeu, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est par référendum. Là aussi, si une décision est prise directement par le peuple souverain, elle sera d'une part davantage peut-être, j'espère, respectée par les juges, et d'autre part respectée aussi par les nouveaux Français qui se diront tiens, le peuple français a dit stop de manière directe. En première heure, nous avions Monseigneur Mathieu Rouget qui croit en l'espérance sur ce texte de la fin de vie, que au Sénat, les sénateurs fassent un travail suffisamment bon pour que, en deuxième lecture à l'Assemblée, les choses se voient, soient lues différemment qu'en première lecture. Là aussi, j'ai l'impression que vous avez un travail d'espérance, Alexandre Devecchio. Vous parliez tout à l'heure des classes populaires.
qui sont calfeutrés derrière des murs, dans des cages d'escalier où ils n'osent pas sortir, où ils n'osent pas finalement dire. Finalement, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui muets, pas du tout par volonté, mais par nécessité, parce qu'ils ont peur des représailles, tout simplement. Dans les cités, on les voit, c'est certaines personnes qui ne mouftent pas, parce qu'il y a le dealer à côté et qui va leur dire tu n'as pas à prendre la parole. C'est pour ces gens-là que vous écrivez ce livre aussi. Exactement, et je pense que quand ces gens-là retrouveront la parole, seront de nouveau en capacité d'exercer un minimum de contrôle social, quand ils pourront apparaître comme un modèle de référence, je pense que ce sera déjà un immense progrès. Et pour ne pas me défiler sur le Rassemblement national, moi je milite pour aucun parti, mais on peut expliquer effectivement le succès du Rassemblement national, parce que c'est à peu près depuis 30 ans le seul parti qui s'est emparé de ces questions-là et qui a tenté de s'adresser à ces classes populaires-là. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. Votre livre est déjà un succès en librairie. Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue. C'est aux éditions Fayard.